3 parce que ça c'est important. Et notamment sur sa manière de faire campagne et surtout d'assumer après eh bien, le lien avec la province. D'accord. Donc, on regarde cette première annonce de candidature. Ça, c'est le manifeste aux Français. En gros, c'est sa profession de foi. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette profession de foi, à votre avis? Est-ce qu'à votre avis, c'est un langage très soutenu et accessible uniquement aux élites, ou est-ce que c'est un langage un petit peu plus accessible? À votre avis, levez la main. Clovis? Moi, je dirais élite. D'accord. Pourquoi? Justifie ton propos. Parce qu'il emploie des termes plus enfin, sa manière de parler est soutenue. Et le peuple, il parle pas très. Un peu enfin, dans un langage patois, du patois. Ouais, Et là, c'est soutenu. d'accord. Regardez un peu les termes qu'il utilise. Bon, déjà, je ne suis pas un ambitieux qui rêve tantôt à la guerre, tantôt à l'Empire et la guerre. Voilà. Quel que soit, je m'inclinerai devant la volonté du peuple, et mon concours est acquis d'avance à tout gouvernement juste et ferme. Euh, Telles sont, mes chers concitoyens, les idées que j'apporterai dans l'exercice du pouvoir si m'appeliez à la présidence de la République. La tâche est difficile, la mission est immense, je le sais. Il va pas tellement dans les détails, hein. Brian? Moi, je trouvais que enfin, que c'est assez un vocabulaire pas simple, mais c'est basique, c'est pas très élevé. Et ce qu'il dit, c'est assez clair. Enfin, comme Oui, vous venez de le dire, c'est pas détaillé. voilà, tout à fait. Il y a quand même, c'est des lieux communs, ce qu'il dit, hein. C'est pas, il n'y a pas de, il va pas il va pas dans le détail, ok. C'est des formules relativement courtes, ok. En gros, je veux que mon gouvernement il provoque toutes les réformes possibles, il calme les haines, il réconcilie les partis, etc. Et que elle peut compter sur la patrie peut compter sur un lendemain qui chante. Enfin bon, le ciel sera bleu, les oiseaux chanteront, tout ira bien, quoi, hein. C'est pas non plus, je veux dire, n'importe quel collégien arriverait à sortir le même truc, hein. Bref. Ok. Alors, on revient un peu en arrière. Euh, donc, la première question, c'est que promet le candidat Louis-Napoléon Bonaparte et à quoi s'engage-t-il une fois élu? Qu'est-ce qu'on peut dire d'après les documents? Chloé, vas-y, on t'écoute. Eh bien, il propose un gouvernement, enfin, il promet d'assurer la paix en France, de rester fidèle aux volontés de l'Assemblée, de respecter son mandat de 4 ans et de proposer un gouvernement qui protégerait la religion, la famille, la propriété, tout en calmant les haines et en réconciliant les partis. Et en fait, c'est pas vraiment ce qu'il va faire dans son gouvernement. Oui, alors sans faire forcément de prospective, hein, mais effectivement. Alors, ce qu'il promet, c'est simple, hein. Il respecte la Constitution, il veut s'entendre avec l'Assemblée. Il veut être le président de l'Union nationale et de l'autorité, mais aussi de la liberté et du progrès. Oui, 1848. On sait très bien ce qui va se passer en 1852. Euh, une fois que l'Assemblée ne lui permettra pas d'aller au-delà de son mandat de 4 ans, il va faire un coup d'État. Alors, d'ailleurs, parlons-en. Euh, à l'aide du document 3, on va regarder un peu le document 3 pour répondre à la question numéro 2. Alors, on est le 1er juin 1851, souvenez-vous que le 2 décembre 1851, il y a le coup d'État. Donc déjà à ce moment-là, on a une crise politique
entre l'Assemblée et le président de la République. La France ne veut ni le retour à l'ancien régime, quelle que soit la forme qui le déguise, ni l'essai d'utopie funeste et impraticable. C'est parce que je suis l'adversaire le plus naturel de l'un et l'autre qu'elle a placé sa confiance en moi. Ok ? En gros, il s'oppose comme opposant. On est 6 mois avant, hein, 6 mois avant le coup d'État, hein, pile. Comme opposant à l'ancien régime, quelle que soit la forme qui le déguise, que ce soit l'Empire ou la monarchie. Si mon gouvernement n'a pas pu réaliser toutes les améliorations qu'il avait en vue, il faut s'en prendre aux manœuvres des factions qui paralysent la bonne volonté des assemblées. Donc en gros, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'Assemblée. C'est eux qui bloquent. Depuis 3 ans, on a pu remarquer que j'ai toujours été secondé quand il s'agit de combattre le désordre par des mesures de compression. Mais lorsque j'ai voulu faire le bien, fonder le crédit foncier, prendre des mesures pour améliorer le sort des populations, je n'ai rencontré que l'inertie. Donc en gros, je n'ai rencontré que des gens qui ne voulaient pas faire avancer les choses. Une nouvelle phase de notre ère politique commence. D'un bout à l'autre de la France, des pétitions se signent pour demander la révision de la Constitution. J'attends avec confiance les manifestations des pays et les décisions de l'Assemblée, qui me seront inspirées que par la seule pensée du bien public. Bon, en gros, j'attends que la France soit derrière moi, et je vous jure, je passe en avant. Si la France reconnaît qu'on n'a pas eu le droit de disposer d'elle sans elle, la France n'a qu'à dire mon courage et mon énergie ne lui manqueront pas. Donc en gros, si la France n'est pas d'accord avec l'Assemblée, qu'elle me le dise et moi je prends les choses en main. C'est exactement ce qu'il va faire. Et alors, deuxième chose, regardez le nombre de voyages officiels de Napoléon en entre 1849 et 1851. Quelle conclusion on peut faire par rapport aux oppositions au coup d'État? Quelqu'un? Sébastien? Ben, il essaie d'avoir la confiance des Français pour éviter justement un coup d'État et se faire réélire avant de le faire, non, le coup d'État. Oui, bien sûr. Mais regarde, il y a une donnée qui est intéressante. Si on met en parallèle les voyages et les résistances républicaines au coup d'État. Clovis. Oui, je suis là, excusez-moi, il y a beaucoup de notifications. Mais en fait, il passe en 58, en 52, il passe que presque à chaque fois là où il y a de la résistance contre ah non, au coup d'État. Au Donc coup d'État il de passe décembre 51. au coup d'État de Bah, il va voir ses fidèles. si vous regardez, il y a de la Ah non, résistance que dans les endroits où il n'est pas allé. ouais. Eh oui. Il va pas dans le. Alors, qu'il y ait de la résistance à des endroits où il y a du vote rouge, ça semble logique. Euh, on voit qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de résistance là aux endroits où il est allé. Par exemple à Bordeaux, bon, il n'y a pas de résistance. Bon, même s'il y va qu'en 52. Bon, d'accord, admettons. Mais regardez tout le Grand Est, qu'il a labouré, rien du tout. Le Nord, rien. Autour de Paris, rien. Donc c'est que quelque part. Alors, si on va sur la carte interactive, ça nous dit quoi? Ça nous dit. Ah oui, voilà. Ok, alors, regardez. Si on fait comme ça, si je mets le vote rouge en mai 1849 et que je mets les voyages en 1850, il sait très bien que le vote ne lui est pas acquis dans ces régions-là. D'accord? Donc il fait ailleurs et il essaye de convaincre. 1851, pareil. Par contre, en 1852, effectivement, il y est allé.
Et finalement, il n'y a que quelques petites poches de résistance en 1851, en décembre 1851. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a compris? Comment le président établit-il un lien avec les Français et dans quel but? Qui peut me répondre? Brian, vas-y. Ben, ils font un lien grâce au voyage qu'on a vu, qu'on vient de voir sur la carte que vous avez montrée. Mhm. Ils font un lien en passant dans les régions et en vantant, entre guillemets, euh, ce qu'ils veulent faire pour que les gens votent pour eux. Très bien. Alors, si on mélange les deux, c'est-à-dire la réponse 1 et la réponse 2, on peut dire que jamais un chef de l'État avant lui n'avait autant voyagé à travers la France. Il faut remonter à Catherine de Médicis pendant sa régence, etc. Donc voilà. Ainsi, bah, il va affermir sa popularité. Sa popularité qui, je vous le rappelle, est déjà très grande en 1848 vu le nombre de gens qui ont voté pour lui. Il va s'en servir pour dire, vous avez vu les méchants de l'Assemblée, comme ils sont pas gentils avec moi, et donc, s'ils sont pas gentils avec moi, bah, ils sont pas gentils avec vous aussi, vu que je suis le peuple. Et en plus, il va dans certains départements rouges, et comme ça, il n'y a pas de révolte après, par la suite. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Qui veut décrire ce document? Le présenter comme si vous faisiez à l'écrit. Chloé? D'accord, alors, au premier plan, on peut voir l'allégorie de la liberté, je crois, de la France, Marianne, qui laisse tomber en fait un bouclier, non, je ne sais absolument pas ce que c'est, avec écrit la Constitution dessus. C'est ça. Autour, on peut voir des membres de, probablement de... je perds mes mots, excusez-moi. Vas-y, En fait, vers les premières années de son régime, oui, Napoléon Bonaparte met en place une censure assez stricte, et en fait, c'est ça qui est manifesté. On peut voir, je pense que le fait que la liberté de la Constitution soit vexée, ça parle aussi de la restriction du suffrage universel, en fait, parce que du coup, ça restreint l'essence profonde de la Constitution, qui est l'égalité des hommes et la liberté d'expression, en fait. Tout à fait. Tout à fait, mais j'aurais pas dit mieux. Effectivement, on voit donc c'est une donc si on devait le présenter, on dirait que il s'agit là, ouais, c'est ça, d'une caricature donc effectuée par J. Durandin. Et on vous dit que Ratapoil est un agent de propagande bonapartiste avec son complice Casse-Majou qui prend les traits de Louis-Napoléon Bonaparte. Effectivement, si on regarde là, il a les traits de Bonaparte, celui au premier plan. Et effectivement, les restrictions au suffrage universel, on les voit derrière, avec l'ouvrier avec sa blouse bleue, qui accompagne une femme qui porte le drapeau marqué suffrage universel. Okay, avec la restriction du suffrage universel qu'on a vu qui était compliqué. Alors, que va faire aussi dans ce tournant conservateur Napoléon III? En fait, il va remplacer aussi les hauts fonctionnaires républicains par ses partisans. Ça, on l'a vu en cours. Et donc, il va essayer d'obtenir un nouveau mandat par une révision de la Constitution, ce qui va lui être refusé par cette Assemblée à majorité royaliste, et donc qui refuse en plus les propositions sociales plutôt généreuses que fait Napoléon III. D'accord? En fait, il va se servir de tous ces voyages pour justement affermir son autorité. Il faut bien voir que il a un parlement qui lui est majoritairement hostile et un gouvernement qui ne l'utilise pas. Ça, c'est dû à la Constitution. Donc, il va voyager à travers la France pour assurer sa popularité. Et il prend à chaque fois des journalistes avec lui.
Alors, dès qu'il y a, en gros, une inauguration de gare, des demandes d'un maire quelconque, l'inauguration d'une plaque en hommage à un obscur inconnu, bref, n'importe quoi, ok, il y va. Pour aller voir la population, y compris celle qui vote pas pour lui. Et au total, il va visiter les 2/5 des départements. 2/5 sur sur à l'époque 90 départements. Ça en fait quand même, hein. Ça en fait pas mal, hein. Ok. Et à chaque fois, et bonjour, et gna gna gna. On appellerait ça un petit peu du paternalisme, mais néanmoins, ça fonctionne. Parce que quand il va y avoir le plébiscite en 1852, bah, le plébiscite, il va être énorme. Même s'il y a de la fraude, même s'il y a tout ce que vous voulez, il va être énorme. Ok. Voilà, on va s'intéresser à son règne. Donc, on va regarder d'abord la Constitution de 1852. Ok, alors, on va voir quelles sont les 4 étapes de l'élaboration d'une loi. Donc là, l'animation vous montre comment se fait, comment est partagé ce pouvoir. Ok, quelles sont justement ces 4 étapes de l'élaboration d'une loi? Alors, est-ce que tu peux nous dire, toi, à ton avis, même tu as le droit de te planter, tout ce que tu veux, quel est le parcours d'une loi? Comment d'après la Constitution qu'on voit au tableau là? Bah, il y a l'empereur des Français donc, qui propose la loi. Ouais. Hop. En fait, je sais pas ce qu'il fait le Conseil d'État, les ministres et les préfets, je sais pas ce qu'ils font, donc Bah, le Conseil d'État, il y a marqué qu'il prépare les lois. l'empereur il propose les lois, le Conseil d'État, enfin, donc après ça va au Conseil d'État. Ouais. Donc après ça va au corps législatif qui les discute et les vote, et si elles sont votées, ben la loi est là. Non, ça fait que 3 étapes. Bah, la dernière, c'est le. Ah, il y a le Sénat, je l'avais pas vu. Voilà. La dernière, et finalement, c'est l'empereur des Français qui promulgue la loi. On est bon? Alors on reprend. Donc, l'empereur propose une loi. Pour l'instant, le corps législatif, il n'a pas le droit. Il faut attendre 1869 pour qu'il discute et qu'il vote les lois. Qu'il propose les lois, pardon. La loi, elle va au Conseil d'État pour vérifier, pour préparer son passage au corps législatif. Je vous rappelle, le Conseil d'État qui n'est pas indépendant, vu que vous voyez qu'il y a une flèche qui dit que l'empereur des Français préside le Conseil d'État. D'accord. Ensuite, il va être discuté par le corps législatif, qui est élu par des électeurs âgés de plus de 21 ans. Environ 10 millions d'hommes. Dans un suffrage universel qui est quand même très limité, on l'a vu. Et après, le Sénat vérifie la constitutionnalité de la loi. Oui, mais le Sénat, est-ce qu'il est parfaitement indépendant? Point d'interrogation. Sébastien? Bah non, vu que c'est l'empereur des Français, enfin le chef de l'État, donc qui l'a nommé. Eh non. Ah, effectivement. Le Sénat, il va pas aller à l'encontre de celui qui est de la main qui le nourrit. Ça semble évident. Bien évidemment. Donc, effectivement, le Sénat n'est pas indépendant. On voit quand même que à chaque fois, c'est Napoléon
Napoléon III qui a finalement la main sur tout. Alors, on le voit, euh, l'empereur peut dissoudre les corps législatifs. Il y a un droit d'adresse, c'est-à-dire qu'on a un droit de dire oui, non, votre majesté, c'est pas bien ce que vous faites, etc. Mais ça va pas plus loin que ça. Comme autrefois les parlements le faisaient avec tous les souverains, Louis XIV y compris. Le droit d'adresse pour le Sénat, c'est pareil. En revanche, oui, Brian. Mais monsieur, vu que l'empereur des Français, il a le droit de dissolution sur le corps législatif, Mhm. est-ce qu'il va oser s'opposer à l'empereur, vu que justement il risque de te faire dissoudre? Ben voilà, tu as ta réponse. Ils oseront pas. Donc on voit que c'est quand même un régime extrêmement limité. D'accord? On voit clairement que c'est quand même très très limité. Il faut attendre le tournant de 1869 où il admet des républicains, où il admet que le corps législatif puisse proposer des lois. Mais bon, 1869, vous savez très bien que c'est juste avant la fin. Bien. Alors, on continue sur Napoléon. Alors, je vous invite bien sûr à apprendre les définitions qui sont là. Hein. Il faut quand même les connaître. Surtout bonapartisme, droit d'interpellation. Hein. Voilà. Oui. Oui, bah, du coup, je peux parler? Vas-y, vas-y. Oui. Alors, le document, c'est une huile sur toile qui a Ouais. été faite par Tarascon, qui présente Ah non, Napoléon. non, non, non. C'est pas Ah non, Tarascon. pardon, William Bouguereau, pardon, excusez-moi. Tarascon, c'est la ville, excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Donc, oui, vas-y, continue. C'est William Bouguereau donc, qui a fait cette huile sur toile et qui présente Napoléon, qui vient après les inondations à Tarascon. Il Ouais. se rend pour porter secours aux sinistrés et il décide de leur distribuer 500 000 francs. Très bien. Comment est représenté l'empereur? Vas-y, Toujours Lucien, moi? continue. Oui. Ouais. L'empereur est en habit, entre guillemets, en habit de métier, donc il est bien habillé par rapport aux sinistrés. Il se présente, l'empereur, c'est bien celui qui est debout. Oui, oui, tout à fait, au premier Oui, oui. plan. Hein. Il se présente, entre guillemets, grand face aux sinistrés. Ouais. Si je vois bien, la femme qui est en face de lui en jaune, elle est à genoux, ça. Mhm. Donc, elle, entre guillemets, on peut dire qu'elle implore sa pitié, elle implore son aide C'est ça. pour aider le Tarascon. Du coup, il a un peu une posture de sauveur. C'est ça. Très bien. Oui. Alors, c'est bon. Il est en tenue militaire. Hein. On voit, il est en uniforme. Donc l'uniforme qui sera là aussi jusqu'en 1870 et même après parce que ce pantalon rouge Garance, on le retrouvera les premiers mois de 1914, le fameux pantalon rouge. Et là, on voit que les sinistrés, eh bien, lui manifestent de la déférence, de la reconnaissance envers lui. Regardez comment ils sont prostrés. Là-haut, il y en a une qui fait des grands mouvements. Alors, comme il n'y a pas d'hélicoptère à l'époque, c'est pas pour attirer un hélicoptère. Hein. Voilà, ils sont tous heureux de voir un Napoléon. C'est une rockstar, quoi. Hein. Dites-vous bien, à l'époque, que voir le président de la République, ou du moins l'empereur, là en l'occurrence, venir, c'est pas anodin. Tarascon en 1856, bon, déjà qu'aujourd'hui, Tarascon, c'est probablement le dernier endroit où on voudrait être confiné, mais à l'époque, c'est la campagne, hein, c'est la grosse campagne, c'est loin, d'accord? Et là, d'un coup, boum. Donc les types, déjà qu'ils sont en inondation, c'est Dieu le Père hein, qui arrive. Hein. C'est Dieu le Père. Hein. C'est vraiment l'intervention divine, quoi, hein, quasiment. Bon, là aussi, il faut savoir que Bouguereau, pardon, euh, bon, c'est très académique et c'est probablement une peinture de commande, d'accord, qui a été faite. Donc, euh,
on est là pour flatter l'empereur. Et si vous regardez la vidéo, on voit que cette toile, elle a été commandée pour les expos. Chaque année, en fait, vous avez les expos de l'académie où les artistes étaient sélectionnés et les gens se battaient pour être vus, quoi, hein, parce que il fallait que les toiles elles soient achetées, etc. Et tout. Donc là, William Bouguereau a mis toutes les chances de son côté pour être le plus beau, pour mettre plutôt Napoléon III le plus beau, le plus joli, quoi, hein. Voilà. C'est l'article de la lanterne, d'accord. Je vous en ai déjà parlé. La France contient un dilemme impérial, 36 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Hein, c'était rigolo. Alors, si on lit un peu, comme bonapartiste, je préfère Napoléon II, c'est mon droit. J'ajouterai même qu'il représente pour moi l'idéal du souverain. Quel règne, mes amis, quel règne! Pas une contribution, pas de guerre inutile avec les décimes. Donc c'est les contributions levées par l'État. Pas de ces expéditions lointaines dans lesquelles on dépense 600 millions pour aller réclamer 15 francs. Pas de liste civile des ventes, pas de ministres cumulant chacun 5 ou 6 fonctions à 100 000 francs pièce. Voilà bien le monarque tel que je le comprends. Oh oui, Napoléon II, je t'aime et je t'admire sans réserve. On prétend que les chaleurs prématurées que nous subissons doivent être attribuées à la présence d'une comète encore parfaitement invisible. Alors bon, ça, on verra plus tard. On sait qu'à toutes les époques, l'apparition d'une comète a précédé un grand événement. Je n'attends qu'un seul grand événement au monde, mais j'ai si peu de chance, vous verrez qu'il n'arrivera pas encore cette année. Alors là, il y a plusieurs trucs rigolos. Quelle est l'ironie dans le premier passage sur... alors pas sur le numéro 1 parce qu'on l'a déjà vu, hein, mais sur le deuxième, quand il parle de Napoléon II, comment se manifeste l'ironie? C'est facile, allez-y. Oui, on se moque pas de son règne à Napoléon II, parce qu'il a il a une petite particularité. Oui, on critique, mais on critique en miroir en fait, hein. Sébastien? En fait, ils font la comparaison entre Napoléon III et Napoléon II pour se moquer, oui, de ce qu'il fait, disant qu'il fait des guerres, disant qu'il dépense beaucoup d'argent pour aller réclamer donc juste 15 francs, ça se moque donc des actions qu'il fait. Et il compare ça à la personne qui était avant, enfin Napoléon II, qui lui n'avait pas fait tout ça. Et surtout, Napoléon II, qu'est-ce qu'il a fait surtout? Parce qu'il n'a pas fait tout ça, mais Napoléon II, c'est qui Napoléon II? J'en ai parlé en cours, hein. Mais c'est qui ce Napoléon II? Non. Ça, c'est Napoléon I. Non. Oui. On peut aller loin comme ça, hein. Mais c'est qui Napoléon II? Est-ce que dans la chronologie, vous l'avez vu, Napoléon II, quelque part? La chronologie de l'histoire de France? Non. Non, Pema, c'est pas un empereur. Non plus. Vous allez tous me les faire, hein. Ah, bien, Chloé. C'est le fils de Napoléon Ier, le roi de Rome. Et il est mort très jeune, oui. Il a jamais régné.
C'est ça. Il a jamais régné. Il est resté chez sa mère, hein, donc en Autriche. Et son père avait, voilà, c'est ça. Son père avait abdiqué, c'est ça, Amandine. Son père avait abdiqué en sa faveur en 1815, mais voilà, quoi. Il est rentré gentiment avec maman. Et il est mort à 21 ans, je crois, de la tuberculose. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est tout dans l'ironie. Napoléon II n'a jamais régné sur quoi que ce soit. Ouais, voilà. Peut-être sur son jardin, et encore. Sur ses soldats de plomb, admettons. Donc effectivement, qu'elle règne, mes amis, qu'elle règne. Pas une contribution, pas de guerre inutile. Bah oui, il n'a jamais régné. Donc là, on est en full ironie. Le brave Rochefort, dans la lanterne, se moque complètement de Napoléon III. C'est un effet miroir, en fait. D'accord? Oh oui, Napoléon II, je t'aime et je t'admire sans réserve. Ah oui, oui, forcément. Non, il n'a jamais été appelé Napoléon II. Il a été juste appelé. Si, il a été appelé Napoléon II juste au moment de l'abdication de son père Napoléon Ier. Mais sinon, jamais. C'était l'Aiglon. Oui, alors là, si tu me déroules effectivement l'article Wikipédia, vous allez en trouver, hein, c'est sûr. Voilà. Il y a aussi tout un. Bah, c'est Edmond Rostand, hein, l'Aiglon, hein, ou c'est Victor Hugo. Non, je crois que c'est Edmond Rostand, l'Aiglon, c'est une pièce. Hein. Donc, c'est bon, c'est un destin triste, hein, c'est profondément triste hein, ce qui arrive au brave Napoléon II. Mais bon. Donc, il n'a jamais régné. Voilà. C'était la blague. Et je pensais que vous seriez un poil plus réactif. Génération Wikipédia, génération rien du tout. Bon, après, vous avez peut-être pas de co, alors bon, je vais rien dire. Je n'attends qu'un seul grand événement au monde, mais j'ai si peu de chance. Vous verrez qu'il n'arrivera pas encore cette année. Bah là, clairement, il attend quoi comme événement? Pour une interrogation. Voilà, c'est bien, Lucien. C'est bien. Bon, il n'aura pas long à attendre, hein, 1870. Voilà. Ok? Bien. Alors. Donc, on va s'arrêter là pour cette analyse. Je voudrais que vous fassiez cet exercice, page 77. Pour la prochaine fois. Quelque chose de rapide, hein. En quelques lignes. En une quinzaine de lignes. Vous fassiez ça pour la prochaine fois et que vous me l'envoyiez. Alors la prochaine fois, d'ailleurs, parlons-en. Je vous le mettrai sur École Directe, sur tout ça. Ok? Alors la semaine prochaine, prenez bien soin de vous et faites bien attention à vous.